Chapitre 2, comprendre l'incompréhensible. L'errance commence. Les premiers examens n'ont rien donné de clair. Je suis sortie de ce premier rendez-vous avec plus de questions que de réponses. On parlait d'hypothèses, de pistes, mais rien ne collait vraiment. Les médecins étaient prudents, parfois flous. Et moi, j'étais déjà fatiguée d'être un mystère. Les semaines se sont enchaînées, les bilans aussi. Je passais d'un spécialiste à l'autre. On va creuser, il faut approfondir, vous êtes un cas intéressant. Intéressant, comme si mon corps était devenu un casse-tête clinique. Le doute comme compagne. Très vite, j'ai compris que l'errance médicale n'était pas un mythe. C'est un labyrinthe dans lequel tu marches à l'aveugle, en espérant que quelqu'un allume une lumière. Mais la lumière ne vient pas, et à chaque nouvelle consultation, tu repars de zéro. Tu racontes ton histoire, encore. Les médecins changent, les mots changent, mais la fatigue, elle, reste. Les premières blessures invisibles. Ce qui me blessait le plus, ce n'était pas le diagnostic manquant. C'était le regard, les silences, les sourcils froncés quand je parlais de douleurs trop diffuses pour être quantifiées. Les sous-entendus. Est-ce que c'est dans votre tête? Est-ce que vous n'êtes pas un peu anxieux? Est-ce que vous cherchez quelque chose? Je suis reparti plusieurs fois en me sentant coupable d'être malade. Ou pire, coupable de ne pas aller bien sans qu'on puisse prouver pourquoi. Les kilomètres avalés, je ne compte plus les kilomètres que j'ai faits pour comprendre ce que j'avais. Des allers-retours entre Arles, Nîmes, Avignon, parfois Montpellier. Chaque rendez-vous était une course contre la fatigue. Un combat contre moi-même pour rester concentré, pour ne pas me laisser submerger. Je préparais mes questions sur un papier. Et parfois, je repartais sans avoir eu la force de les poser. Trop de pression, trop d'émotions. J'entrais dans les hôpitaux comme on entre dans une arène. Avec cette tension dans la poitrine. Et ce mélange de peur et d'espoir. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont comprendre. Être un dossier. À force, je suis devenu un dossier. Un empilement de feuilles, d'examens, d'analyses sanguines, d'imagerie. Mon identité s'est dissoute dans des acronymes. Versus, CRP, INR, dédimère. Mon nom, mon âge, mon groupe sanguin. Voilà ce que je représentais. On me parlait en regardant l'écran, rarement dans les yeux. Je répondais mécaniquement, et je m'habituais à cette déshumanisation clinique. Le vocabulaire de l'incertitude. Je découvrais un nouveau langage. Thrombophilie, malformation veineuse, insuffisance circulatoire, anomalie rare, infraclave, hypoplasie, embolie silencieuse. Des mots qui n'existaient pas dans mon vocabulaire quotidien, mais qui devenaient mon quotidien. Au début, je cherchais tout sur Internet. Je m'enfonçais dans les forums, les articles médicaux, les témoignages anonymes. Et souvent, je refermais l'ordinateur avec plus d'angoisse que de réponses. Les moments de solitude extrême. Il y avait des jours où je n'avais plus la force de faire semblant. Des jours où je m'effondrais, où je m'enfermais dans la salle de bain pour pleurer sans bruit, où je ne savais plus comment tenir. Je n'étais pas encore entouré comme je le suis aujourd'hui. Je vivais dans une maison où le silence pesait plus lourd que mes douleurs. Et je me sentais invisible, inutile, incompris. La double vie. Aux yeux des autres, j'étais le même. Le collègue, le père, le voisin, le mec un peu fatigué mais sympa. Mais à l'intérieur, je menais une double vie. Le jour, je faisais comme si. La nuit, je doutais de tout. Je me regardais dans le miroir en me demandant « Combien de temps encore ?» L'obsession du diagnostic, c'est « Je voulais un mot, un nom, un coupable à mettre sur cette fatigue, ces douleurs, ce souffle court. » Je voulais sortir du flou, quitte à entendre le pire. Parce que ne pas savoir, c'était pire encore. Je devenais presque obsessionnel. Je notais chaque symptôme. Je chronométrais la durée des douleurs. Je devenais un observateur maniaque de mon propre corps. Les questions sans réponse. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que ma fille pourrait en hériter? Ces questions tournaient en boucle dans ma tête. Et chaque médecin me donnait une partie de réponse, jamais le tout. Et quand les réponses tardaient, je comblais le vide avec mes propres angoisses. Le corps médical divisé. Certains médecins étaient humains, à l'écoute. D'autres, froids, pressés, agacés. Il y avait ceux qui disaient « il faut investiguer encore ». Et ceux qui, déjà, fermaient le dossier. On ne peut rien faire de plus. Je naviguais entre les avis. Je comparais, je confrontais. Mais au fond, je n'avais qu'une envie. Qu'un seul d'entre eux me dise enfin « on a trouvé ». L'usure psychologique, l'errance, ce n'est pas qu'une fatigue physique. C'est une érosion mentale. C'est le doute permanent, la peur que ce soit grave, et en même temps, la peur qu'on ne trouve jamais. C'est cette tension intérieure qui ne se relâche jamais. Tu ne vis plus, tu survis entre 2 bilans sanguins, 2 IRM, 2 rendez-vous reportés. La honte de dire, j'avais honte de dire que j'étais fatigué, que je n'arrivais plus à monter un escalier, que j'avais mal même assis, parce que je n'avais pas de diagnostic, et que dans notre société, si ce n'est pas prouvé, ce n'est pas réel.
Alors je minimisais, je faisais croire que ça allait, et chaque mensonge m'éloignait un peu plus de moi-même. La première reconnaissance. Puis, un jour, un médecin m'a dit, vous n'inventez rien. Il se passe quelque chose. C'était la première fois que je me sentais crue. Pas guérie, pas compris entièrement, mais crue. Et ce simple mot, ce simple regard, a fait tomber une part de la colère que je portais depuis des mois. Peut-être des années. Un monde à réapprendre. Comprendre l'incompréhensible, ce n'est pas seulement obtenir un diagnostic. C'est accepter que la vie a changé, que le corps n'est plus le même, qu'il faut réapprendre à vivre, à bouger, à respirer différemment. Ce n'est pas un deuil, ce n'est pas un renoncement, c'est un réajustement permanent. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, le combat allait commencer. Une intuition salvatrice, c'est en 2010 que tout aurait pu changer, mais ne l'a pas fait. Une première thrombose brutale, une hospitalisation en urgence. Et au bout de quelques jours, rien. Aucun diagnostic formel. On m'a laissé repartir avec une forme d'indifférence médicale. Revenez si ça recommence. Mais moi, je savais que quelque chose d'anormal circulait dans mon sang. Cette même année, j'étais en dépression profonde. Ma vie personnelle partait à la dérive, mes sensations étaient déréglées, je ne comprenais plus rien à mon propre corps. Alors, dans ce chaos, j'ai décidé de consulter un psychiatre. Et c'est là que le destin a bifurqué. Le docteur Michaeli Mathieu, tout juste rencontré, m'a écouté. Vraiment, pas seulement sur mon état psychique, mais sur l'ensemble de mon parcours. Mes douleurs, mon essoufflement, mes antécédents familiaux, et surtout, cette thrombose sans explication. Il m'a regardé longuement et m'a dit, on va faire une recherche de déficit en protéines S. Et peut-être d'autres marqueurs. Je n'avais jamais entendu ce mot. Protéines S pourtant, c'est ce jour-là que la lumière a commencé à percer le brouillard. Chapitre 3. Un nom sur le mal, thrombophilie. Prochainement.